Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Femmes puissantes d'Afrique, notre dossier du jour sera consacré à une Nigériane, Folorunsho Alakidia, qui s'avère être la femme noire la plus riche du monde. Au sommaire également, une mission des Nations Unies a séjourné 2 jours durant dans la capitale nigérienne les 4 et 5 mars. La situation sécuritaire et ses conséquences humanitaires ont été les points abordés au cours de cette visite. Et puis 11 morts et 4 blessés. C'est le bilan de l'attaque contre une position de l'armée malienne à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque est attribuée à des présumés djihadistes. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Géraldine Vauvor, directrice et fondatrice de Diaspora Got Talent. Merci de me recevoir. Bienvenue également à Anne-Marie Kofi Kwadio-Bla, qui est docteur en droit. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Djemal Taleb. Merci, bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'info du jour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies effectue une tournée dans le bassin du lac Tchad. Après l'extrême nord du Cameroun, les diplomates onusiens se sont rendus à N'Djamena au Tchad où ils ont pu faire le point sur l'état de lutte contre Boko Haram. Puis au Niger, les 4 et 5 mars 2017, où le président Mahamadou Issoufou leur a fait part de son inquiétude sur les effets économiques, mais aussi sociaux qui résultent de la présence du groupe terroriste Boko Haram. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, correspondant au Niger. Du 4 au 5 mars 2017, une mission des Nations Unies a séjourné 2 jours durant dans la capitale nigérienne. La situation sécuritaire et ses conséquences humanitaires sont les points abordés au cours de cette visite. Objectif, apporter le soutien du Conseil au Niger dont la région de Difa, au sud-est du pays, fait partie des zones touchées par l'instabilité sécuritaire liée aux activités de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. La sécurité, c'est une de nos premières préoccupations. Le Niger est en effet dans un triangle de menaces qui va de la Libye au Mali et du Mali au bassin du lac Tchad. Il consacre depuis plusieurs années environ 10% de ses ressources budgétaires à la sécurité. Le Niger lutte pour relever les défis liés à la pauvreté et à un faible indice de développement humain. Selon la délégation onusienne, le pays doit figurer parmi les priorités de la communauté internationale. Les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité plaident pour que le Niger ne soit pas oublié. Le Niger, avec les pays de la sous-région, ont uni leurs forces pour monter à la ligne de front dans le combat contre Boko Haram. Ils l'ont fait pour le Niger, pour la sous-région, mais également pour le monde entier. Eh bien, puisqu'ils l'ont fait pour le monde entier, il faut que le monde entier vienne au secours du Niger. A noter que 4 pays du bassin du lac Tchad, touchés par les violences causées par Boko Haram, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger sont concernés par ces visites de terrain des Nations Unies. Après le Niger, la délégation qui s'est déjà rendue au Tchad puis au Cameroun est attendue ce lundi 6 mars 2017 à Maiduguri et à Abuja au Nigeria. Madame Vauvor, on le voit, donc les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU souhaitent attirer l'attention sur l'une des plus graves crises humanitaires du monde qui combine attaques djihadistes, changement climatique mais aussi insécurité alimentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne démarche pour justement tirer la sonnette d'alarme ? Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il faut dire qu'avant l'émergence de Boko Haram qui exerce des activités terroristes sur le continent, en particulier au Nigeria. Le Niger faisait face à de nombreux défis. Il y a la pauvreté, il y a la sécheresse, il y a l'indice du développement humain qui n'était pas au point. Et donc, pour ne pas laisser le Niger en l'état,
Je pense que le Conseil de sécurité a pris cette initiative-là, mais il y a une question sous-jacente. Quand moi j'ai vu le thème, je me suis posé la question. C'est vrai que le Conseil de sécurité, bon, les Nations Unies sont une organisation, c'est l'organisation mondiale, mais que fait les organisations internationales africaines, c'est-à-dire la CEDEAO et l'Union africaine? Parce que c'est une spirale. On commence au niveau sous-régional, au niveau régional, avant d'atteindre l'organisation mondiale. Et je pense que c'est l'effet de contagion qui a tiré la sonnette d'alarme pour que les Nations Unies effectuent cette mission au Niger. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Niger et ça commence à contaminer, les autres pays. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que cette mission a été faite. Mais je finis rapidement. Cette initiative a été prise juste une semaine après la conférence à Oslo, en Norvège, où les donateurs ont promis d'allouer, je crois, à hauteur de 485 millions de dollars. 672 millions de dollars ont été promis par 14 pays. Ah. Mais les Nations Unies attendent 1,5 milliard de dollars en 2017. Je vous complète juste, effectivement. L'argent est donc un problème. Djemal, pour compléter un peu ce que dit Mme Kofi, est-ce que vous pensez, vous aussi, que le rôle finalement de ces institutions sous-régionales est aussi à mettre en exergue pour ce cas de figure? S'il peut venir, pourquoi pas. Je ne pense pas que la solution de la lutte contre le terrorisme viendrait des Nations Unies. D'abord, ils n'ont pas une compétence expresse là-dessus. Deuxièmement, ils n'ont pas des moyens alloués à un niveau assez élevé. Ils peuvent avoir un mouvement général et ils peuvent sensibiliser l'opinion, notamment les pays riches. Mais voyez-vous, inutile de chercher très loin. Nous avons là une délégation des 15 membres du Conseil de sécurité. Parmi les 15 membres, il y en a 5 qui sont permanents et qui ont le droit de veto et qui sont riches. Si eux pouvaient allouer non pas 1,5 milliard, mais beaucoup plus, ça n'est pas sérieux. À la Grèce, on n'hésite pas à donner 300 milliards. Si on pouvait donner quelques petits milliards à ces pays-là qui allouent, dites-le, il ne faut pas le souvenir, 10% de l'ensemble des richesses pour lutter contre un danger qui les guette certes en premier, mais pas seulement. Et donc, la raison n'est pas seulement eux. Et la conséquence encore d'ailleurs, malheureusement, ils sont les seuls à la porter. Et donc, si on pouvait leur donner des moyens beaucoup plus conséquents, on le ferait. Mais enfin, je ne crois personnellement pas beaucoup à la générosité de la communauté internationale. Donc c'est 1,5 milliard de dollars, l'Organisation des Nations Unies ne l'aura pas. C'est dérisoire et je crains fort que ça ne vienne pas. Vous savez, l'effet d'annonce et les possibilités donc, de dire nous allons donner à la veille d'une mission importante, ce n'est pas la première fois que ça vienne, ce n'est pas la deuxième fois que ça vienne, ce n'est sans doute pas la dernière. Et donc, ne nous faisons pas d'illusions, il n'y aura pas 1,5 milliard. Il y aura l'effort sérieux consenti par le Tchad, par le Niger, par le Sénégal, par la Mauritanie, par le Mali, par les pays qui sont en ligne de front, notamment les 5 pays membres du G5 Sahel. Et on ne se leur absolument pas de ce point de vue-là. Cela dit, est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire, incontestablement? Est-ce qu'ils vont le faire? J'en doute. En tout cas, jusqu'ici, ils ne l'ont pas fait. Quelle sera l'utilité alors d'un type de mission? Voilà, cela dit, ce type de mission peut avoir un intérêt de sensibilisation. Il peut avoir un deuxième intérêt si on pouvait allouer des moyens plus importants pour le Haut Commissariat aux Nations Unies qui se charge des réfugiés. Et d'ailleurs, la mission est mise sur donc la logique d'aider un peu plus à l'insertion, à l'accueil des réfugiés pour que ceux-ci ne meurent pas de faim. Et je crois que ça n'ira pas au-delà de ça. Si nous voulons sérieusement, si la communauté des États riches voulait absolument donner des moyens conséquents à ces pays qui en ont absolument besoin, 10 petits milliards de dollars ne leur posent pas trop de problèmes et ils seraient capables de le faire. Enfin, ils ne feront pas tellement par leur générosité. Je vais vous donner un exemple. Quand l'Union européenne a décidé d'aider les 3 pays qui sont les plus touchés et qui font le travail le plus important dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire le Niger, le Mali et la Mauritanie, bien, il ne vaut mieux pas que je vous donne des chiffres, ils sont dérisoires. Et donc, si vous comprenez très bien qu'on n'a pas été capable de le faire dans les années les plus difficiles, ce n'est pas maintenant qu'on va le faire. Après, on se fait plaisir, on se fait des missions, on se targue des générosités fausses et on dit aux gens, dormez tranquille, nous allons vous aider. Le problème, c'est qu'ils ne dorment pas tranquille parce qu'ils meurent tous les jours. Ils ne dorment pas tranquille parce qu'ils subissent les bombes de ces terroristes dangereux tous les jours. Après, heureusement qu'ils ont des hommes et des femmes courageux, vaillants, qui sont capables de les aider à se protéger, à se défendre. Cela dit, et j'en aurais fini, s'ils pouvaient mutualiser eux un peu mieux leurs moyens, ajuster un peu plus ce qu'ils ont comme situation, ils se défendraient sans doute beaucoup plus.
On va à présent parler du Mali, où une attaque meurtrière contre l'armée a eu lieu dans le centre du pays. 11 soldats ont été tués et 5 blessés lors de cette opération menée dans la matinée de ce dimanche contre la base de Boulikessi. C'est une base proche du Burkina Faso. Les précisions à Doumou Kalsomba. Une attaque contre la base militaire de Boulikessi dans le centre du Mali, proche de la frontière burkinabé, a fait 11 victimes et 5 blessés du côté des soldats maliens. L'affrontement a eu lieu ce dimanche 5 mars. Pour l'heure, les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Du matériel de guerre a été emporté et des véhicules de l'armée calcinés. À Boulikessi, un poste militaire situé au sud-est de Hombori, vers la frontière du Burkina Faso, une horde de terroristes s'est déferlée sur ce poste militaire. Et dans l'attaque, les FAMA déplorent 11 morts, 5 blessés. Le nord du Mali, bastion de mouvements djihadistes, est le théâtre de violences et d'attaques meurtrières. Selon le ministère de la Défense, des soldats ont été envoyés en renfort sur les lieux. Un imposant dispositif sécuritaire est établi afin de veiller sur les populations riveraines et de parer à d'éventuelles nouvelles attaques. Sur instruction du Conseil restreint de défense et sur instruction du ministre de la Défense, une série de mesures a été prise pour ramener le calme, rassurer les populations et continuer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je peux parler notamment du déploiement d'un détachement du GTIA Waraba à Boulikessi, mais aussi des actions de mise en alerte de toutes les forces qui sont dans le secteur. L'attaque de Boulikessi intervient alors que les autorités intérimaires doivent être installées ce lundi 6 mars après moult reports. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, la rébellion au Nord Mali a occasionné en 2016 le décès de 332 personnes, dont 207 civils. Kemal, on a le sentiment que les attaques djihadistes ont augmenté dans le centre du Mali, alors que par le passé, elles étaient plutôt ciblées dans le nord du pays. Qu'est-ce que finalement cette attaque traduit aujourd'hui dans le contexte sécuritaire malien ? Je ne suis pas convaincu que le Mali soit plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et je ne suis pas convaincu que les attaques ont particulièrement doublé, quadruplé. Alors on fait un focus, mais c'est toujours cette injustice. Je le disais ici sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Quand il y en a une, il y en a toujours une de trop. Enfin, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Ça ne veut pas dire que le Mali est en train de revenir à la situation de 2012-2013, ça n'est pas vrai. En revanche, nous sommes dans un contexte qui est de plus en plus particulier, où les mouvements terroristes s'organisent, se réorganisent, reprennent des forces malheureusement, et il va falloir de plus en plus redoubler de vigilance et surtout faire face contre le terrorisme. Malheureusement, vous ne l'affrontez pas avec des mots, vous l'affrontez avec des armes. Et donc, il faut que le Mali, mais aussi tous les autres pays de la région le fassent. On parlait tout à l'heure de la générosité de la communauté internationale. Vous savez, il y a deux armées au Mali. Il y a l'opération Barkhane et il y a la MINUSMA. La MINUSMA, donc, qui est la force des Nations Unies au Mali, est une force comme donc, le veut le droit et la tradition des Nations Unies, qui n'est pas offensive. Elle est plutôt défensive et protectrice. Si j'étais plus gentil, je dirais qu'elle ne servirait à rien. Le problème, parce que, encore une fois, son rôle, je ne peux pas dire qu'elle sert à rien, c'est pas vrai, elle sert, mais elle sert en réalité par un effet dissuasif et donc on ne peut pas compter sur elle pour protéger le Mali sérieusement. Après, il y a l'opération Barkhane, qui est l'opération de l'armée française. On peut beaucoup vilipender l'intervention de l'armée française de la région, mais pour le coup, celle-là est utile. Et donc, celle-là, elle est là, elle n'est pas là pour le développement du Mali, elle n'est pas là pour elle est là pour traquer et frapper les djihadistes. Après, reste l'effort qui, de mon point de vue, est le seul qui vaille et le seul qui est capable de donner une solution. C'est l'effort des Maliens. Et donc, il faudrait que le Malien, et on oublie très souvent l'intervention des Tchadiens, n'oubliez pas que l'armée tchadienne est présente au Mali, c'est elle qui fait le travail le plus remarquable et c'est elle qui paye le plus grand tribut. Et donc, si définitivement nous ne comprenons pas que le Mali n'est pas capable à lui seul de faire face à une situation, je veux dire, pas davantage mon pays, moi, la Mauritanie, qui est un pays où il n'y a pas une seule armée djihadiste et il n'y a pas une seule incursion. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si nous voulons tous donner une réponse adéquate, il faudrait que les pays des G5, mais augmenter de tous les autres,
comprennent définitivement que la mutualisation des forces est nécessaire et que nous avons l'obligation de faire face à ce fléau qui nous dépasse, pour lequel nous ne sommes pas armés, pour lequel nous ne sommes absolument pas préparés, mais qui nous dépasse. Il faut que nous le comprenions, comme le font parfois les pays du lac Tchad, notamment le Cameroun qui fait un excellent travail, le président Déby qui fait un bon travail. Il faudrait que toute cette zone-là mutualise ses moyens pour que définitivement on essaye de faire face à un fléau qui nous dépasse. Madame Kofi, pour revenir un petit peu sur ce contexte sécuritaire complexe au Mali, que pensez-vous, vous, de cette mouvance un petit peu au niveau de ces attaques djihadistes qui sont plutôt concentrées dans le centre du pays aujourd'hui? À mon avis, le problème, l'insécurité au Mali est due au fait que l'État malien et plus généralement, les États doivent former leurs armées à faire face au djihadisme et au terrorisme qui est qui n'a rien à voir avec les entraînements classiques. Il faut après les avoir, comment on appelle, il faut les doter aussi d'armes nécessaires. Le manque de moyens, vous pointez du doigt le manque de moyens? Non seulement il y a un manque de moyens qui est dû au déficit budgétaire. Bon, le budget des États africains varie d'un État à un autre. Cela est dû à sa situation financière. Certains pays sont mieux dotés, d'autres non. Mais le problème aussi est beaucoup budgétaire parce qu'il y a des États qui n'arrivent même pas à payer leurs contributions au sein des organisations internationales. Donc, les États, ce qui fait que l'État, l'armée de l'État est déficitaire. Et en plus de ça, si cet État arrivait à verser peut-être ses contributions au niveau des organisations internationales, celles-là pouvaient leur venir en aide en cas d'insécurité, ce qui n'est pas le cas. Donc, ces armées étatiques-là doivent être reformées, elles doivent être formées. Et, je veux dire, quand je dis formées, elles doivent... leurs entraînements doivent évoluer, c'est-à-dire s'adapter au nouveau fléau qui est le terrorisme. Elles doivent être équipées parce qu'au Mali, quand je faisais mes recherches au Mali, il y a l'armée qui est... Les soldats à qui la responsabilité de la sécurité a été conférée n'ont même pas de véhicules, ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas d'armes. Comment faire face à... Ça a bien changé, ça a bien changé. Oh, je ne pense pas que ça ait changé. Si, ça a bien changé. Oui, ça a changé, mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu en tant que tel. Ah, malheureusement, pas du tout. Le problème n'est pas résolu, donc ça veut dire que ça existe. Mais ça a changé, ça. Honnêtement, ça a changé. Ça a évolué, mais ça n'a pas changé. Ah si, ça a changé. Je peux parler d'évolution, que... mais ça n'a pas changé du tout. C'est une question de mots. Si, je pense qu'honnêtement, on est loin de la situation. Non, on est loin de la situation 2010, 2011, 2012, 2013. Oui. Et que nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui est totalement évolué. Et les budgets des armées maliennes, qui, elle, était une excellente et une vaillante armée, il ne faut pas l'oublier. Mais comment vous justifiez les attaques qui ont eu lieu, comment on appelle récemment? Mais les pays les plus développés, mais vous vous rendez compte qu'il y a une évolution, c'est-à-dire il y a une évolution des mouvements terroristes sur le territoire malien. Au début, vous avez parlé tout à l'heure, c'était au nord. Et maintenant, ils viennent vers le sud. Après, on ne sait pas si ça sera à l'ouest. Après, on ne sait pas si ça sera... Ils sont en train de mettre un peu les tentacules quelque part. Comme on appelle dans tout le pays, ça, il faut le dire. Mais vous ne pouvez pas demander au Mali de faire ce qu'aucun pays au monde n'est capable de faire avec les moyens qu'il a. Je veux dire, l'incursion djihadiste, militante, terroriste, nous l'avons dans les pays développés où les armées sont les plus fortes, les mieux équipées, les mieux entraînées. Ce n'est pas le problème. Donc ce n'est pas qu'une question de moyens, vous dites? La situation, c'est de faire face avec des moyens asymétriques à une armée qu'on ne connaît pas et à laquelle on n'est pas habitué. Comment il fait face alors? Si tout le monde avait la solution, on aurait été heureux. La situation, c'est d'essayer de s'adapter au mieux, et vous avez raison, de s'adapter au mieux à un fléau qu'on ne comprend pas beaucoup, qui est très large et qui est facile à se déplacer sur un terrain très large. Et donc, vous allez demander à l'armée malienne, qui, encore une fois, ne soyons pas injustes avec elle, c'est une excellente armée, elle est historiquement une excellente armée. Elle a connu des situations d'errance. Excusez-moi, je ne suis pas en train de faire le procès de l'armée malienne. Je ne suis pas en train de faire son procès. S'il vous plaît, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'armée malienne? Je pense que l'armée malienne, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas assez de moyens à sa disposition pour pouvoir faire face au terrorisme. Merci. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.